ramener un peu sur terre et sur le terrain, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, sur le rôle que nous, soignants, avons à jouer. Les conséquences des violences sexuelles, elles sont multiples, on le sait, et elles amènent des victimes à consulter. Et le dépistage des soignants est donc fondamental. Il peut arriver à différents moments de l'évolution de la vie de ces victimes. Mais d'une part, est-on formé pour ça? D'autre part, une fois le dépistage effectué, que peut-on faire? Ce sont des questions qui sont posées et auxquelles on va essayer de trouver une solution. Le corps souffre, bien sûr. Il a été violenté de différentes façons. Et il est blessé comme l'esprit peut être blessé. Donc le corps parle. Et c'est là que nous pouvons intervenir. Il parle par là où il a souffert. Il peut exprimer notamment des douleurs chroniques. Il y a d'autres pathologies qui seront développées par le docteur Thomas sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, mais il y a en effet des pathologies cancéreuses, des pathologies endocrinologiques, des troubles somatiques qui accompagnent des pathologies psychiatriques qu'on retrouve extrêmement fréquemment chez les victimes de violences sexuelles. Il faut donc aider ces victimes à mettre des mots, puisque lorsque la bouche n'exprime pas les pathologies, le corps va l'exprimer avec d'autant plus de violence, et également les aider, une fois qu'elles l'ont exprimé, à en faire quelque chose et à être prises en charge. Et c'est peut-être le point le plus important de cette diapo, le corps soigne. Il a été violé, il a été violenté, il a souffert, mais nous pouvons aussi partir du corps pour proposer une prise en charge de réparation globale et qui ne soit plus uniquement du tout psychiatrique comme on l'a vu pendant très longtemps. La formation des soignants. Alors, Violaine le disait, dans son cursus à Paris-Descartes, 10 minutes de formation des jeunes médecins sur les violences sexuelles. Je me suis, moi, occupée depuis quelques années du cours sur les violences sexuelles pour les internes de médecine générale à Paris Diderot. Nous avons 2 heures en tout. Et ces 2 heures sont incluses en fait dans les violences faites aux mineurs. Donc la partie consacrée aux violences sexuelles n'est qu'une partie encore de ces 2 heures. Et dans les autres domaines médicaux, je pense que la formation est à peu près équivalente. Qui dit manque de formation dit manque de savoir-faire. On se forme souvent du coup sur le terrain avec les maladresses que ça peut impliquer. Il y a un savoir qu'il faut que nous acquérions et que nous soyons capables de transmettre. Savoir demander. Comment est-ce qu'on demande? On demande naturellement. Et je pense que lorsque le soignant est à l'aise pour poser cette question, il va le demander de la façon la plus naturelle, la plus respectueuse possible. On dit qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, qu'il n'y a que des réponses indiscrètes. Je pense que la limite entre la question indiscrète et la question thérapeutique, c'est le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de la personne à qui on pose cette question. Savoir rechercher devant une pathologie évocatrice. Savoir faire le lien entre cette pathologie et une violence actuelle ou passée. Et on se retrouve d'ailleurs devant le problème de l'amnésie, qui est extrêmement fréquente chez les patients qui ont été victimes de violences, notamment quand ces violences ont été perpétrées dans la toute petite enfance et qui se trouvent enfouies sous des couches différentes de violences liées à une vulnérabilité qui persiste. Quelqu'un qui vient consulter pour une violence à l'âge adulte a souvent dans ses antécédents d'autres couches de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Et enfin, un problème qui se pose, alors c'est mon petit bout de la lorgnette, mais particulièrement pour les médecins généralistes, lorsque vous suivez une famille sur 2, 3, parfois 4 générations, accepter l'idée qu'il puisse y avoir au sein de cette famille dont vous faites presque partie d'une certaine façon, un dysfonctionnement, une violence, un inceste, c'est également une violence pour le médecin et une remise en question. Enfin, les consultations de médecine générale, je ne vous apprends rien, et là je prêche un peu pour ma paroisse, c'est vrai, mais c'est aussi mon terrain, sont cotées à 23 € par la sécurité sociale, sachant qu'à Paris, sur 23 €, un médecin généraliste perçoit 8 €. Imaginez donc le temps qui est pris pour poser la question, pour entendre la réponse, pour accompagner à 8 €. Il faut avoir un minimum de syndrome messianique, a priori. Là intervient également ce que Violaine a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'ALD 31, c'est-à-dire la prise en charge des victimes de violences sexuelles au titre de la pathologie longue durée, c'est-à-dire prise en charge
des explorations, mais aussi des soins, de la réparation, qui est un des combats que nous menons. Les conséquences pour les patients du défaut de formation, c'est un parcours qui est particulièrement décevant, avec une déception de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, ce qui entraîne une méfiance vis-à-vis des médecins, une méfiance vis-à-vis également du système juridique, voire de la société. Et ceci aboutit souvent à un désespoir qui est le facteur principal de passage à l'acte. Des efforts ont été faits et vous trouverez ci-joint des sites, des documents qui ont été pratiqués par l'HAS qui normalement sont adressés aux médecins. Alors, on peut faire un rapide sondage dans la salle. S'il y a des médecins dans la salle, est-ce que l'un d'entre vous se souvient avoir reçu ces recommandations ? Nous avons une personne, ce qui correspond à peu près à nos statistiques, 2. Donc, en effet, nous arrivons à peu près à 1% de personnes qui ont reçu ces recommandations. Je ne poserai pas la question de savoir combien l'ont lu, mais de toute façon, ça reste nettement insuffisant. Et comme vous pouvez le voir, ces recommandations ont été effectuées à chaque fois dans le domaine de la pédiatrie de l'enfance. C'est-à-dire que les victimes adultes, pour l'instant, ne bénéficient pas de recommandations. Alors que faire quand on est un soignant ? Être à l'écoute, oui, ça c'est notre métier. Savoir entendre et comprendre la plainte, c'est-à-dire toujours demander. Et je pense notamment à la première consultation, qu'il faut savoir demander, comme je vous l'ai dit, de façon naturelle et intégrée à notre observation. Là, je parle à nouveau comme un médecin. Quand un externe en médecine reçoit un patient, il va lui demander son mode de vie, il va lui demander ses antécédents, les antécédents chirurgicaux, médicaux, allergiques, familiaux. Et dans ces antécédents, je pense qu'il est indispensable de demander également « Avez-vous été victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles ?» Si cette demande arrive de façon systématique et de façon naturelle pour le médecin, elle sera entendue et correctement vécue par le patient. La réponse ne sera peut-être pas immédiate, mais au moins le patient saura qu'il peut aborder ce sujet lorsqu'il se sentira prêt. Et qui dit demander, il dit aussi savoir accueillir. Et beaucoup de soignants ont peur, comme ils le disent, d'ouvrir la boîte de Pandore. Ok, j'ai demandé et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc accueillir, ça veut dire être capable de l'entendre, d'entendre la réponse à la question qu'on a posée et surtout ne pas banaliser, ce qui est une violence supplémentaire vis-à-vis d'une victime. Pour les gens qui ont du mal à exprimer cette plainte, savoir décrypter devant les symptômes, faire émerger les liens par le patient, c'est-à-dire ne pas lui asséner notre vérité, mais l'aider à cheminer pour comprendre le primum movens, pour comprendre quel a pu être le cheminement de sa pathologie, et agir, bien entendu, sur cette fameuse amnésie et sur la réparation. Et pour ça, je pense qu'une fois de plus, le travail en réseau est nécessaire. Nous avons trop longtemps cru, nous médecins, que nous étions seuls sur notre île et maîtres à bord. Il n'est plus possible de travailler seul et les violences sexuelles sont un des domaines dans lesquels il est indispensable de s'entourer de personnes ressources, de gens qui connaissent cette pathologie et du coup, pouvoir proposer une solution, ça nous permet aussi de poser la question. Alors, qui, quand, comment ? Qui, tout professionnel de santé peut être confronté à cette plainte ? Les médecins, ça j'en ai parlé, alors en particulier les généralistes, les gynécologues, mais aussi les gastro-entérologues, les endocrinologues, les pédiatres, les ORL, qui sont en première ligne. Les sages-femmes, bien entendu, surtout à des moments symboliques, comme j'y reviendrai plus tard, les kinésithérapeutes qui ont accès au corps, et on a vu que le corps parlait, les infirmiers, et je voudrais insister également sur le milieu scolaire dans lequel on sait qu'il se passe des violences qui sont, là encore, souvent banalisées, savoir prêter attention aux signaux d'alarme, l'absentéisme, la chute des notes, l'isolement d'un élève. Quand ? C'est assez paradoxal. Quand, j'aurais envie de dire tout de suite, agir le plus rapidement possible quand il y a de l'urgence. Oui, mais rapidement sans être brutal. Ne pas infliger une violence supplémentaire. Donc, de façon systématique, et je vous propose en effet, à vous tous soignants présents dans cette salle, de toujours poser cette question lors d'une première consultation.
devant des symptômes évocateurs, et nous allons y revenir notamment avec le docteur Thomas, puis à des moments symboliques, parce qu'on a des moments symboliques où on consulte aussi les soignants. Ça peut être une première prescription de contraception, ça peut être un moment difficile, comme une demande d'IVG, et ça peut être aussi un moment joyeux, hein, au moment d'un mariage par exemple, ou lors d'une grossesse. Et je regrette un petit peu, je dois vous dire, la disparition, non pas du certificat prénuptial qui n'avait pas beaucoup de sens, mais de cette consultation qui était aussi un moment important pour faire le point. En ce qui concerne la grossesse, c'est important aussi, lorsqu'on reçoit de jeunes futurs parents, de voir un petit peu comment ils pensent accueillir cet enfant, voir quelles sont leurs barrières, leur culture, leurs questionnements également. En conclusion, je vais conclure un petit peu comme j'avais conclu la dernière fois que j'ai pris la parole devant cette assemblée, en disant « N'ayons pas peur. Si nous savons vaincre nos propres réticences, nous libérons la parole de nos patients. Et pour vaincre nos réticences, il faut d'une part faire, parce que c'est en faisant qu'on maîtrise ses positions, et il faut savoir proposer des solutions, et pour ça, être entouré, et donc travailler de façon extrêmement transversale. Donc bon courage à tous, et n'ayons pas peur. Merci de votre attention.